Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous faire part de ce que j'ai un petit peu vu dans la littérature ou dans les médias, en lien bien sûr avec la prévention des douleurs aiguës liées aux soins ou aux actes ou les douleurs aiguës tout court. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 3 thématiques. La première thématique concerne les douleurs liées à l'accouchement. Ensuite, en pédiatrie, je vous parlerai d'une méthode efficace pour recueillir les urines chez les petits-enfants aux urgences. Et pour finir, j'aborderai la thématique des douleurs que rencontrent les patients diabétiques au quotidien. Donc, on démarre avec ces douleurs liées à l'accouchement. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un grand sujet médiatique. On en parle beaucoup ces derniers temps parce que en 2017, oui, il y a encore parfois des violences gynécologiques et ou obstétricales. On entend encore des phrases qui peuvent interpeller. Oh, madame, pour la douleur, il va falloir prendre sur soi. Et puis, moi j'ai été un petit peu regardée dans la littérature et j'ai trouvé grand nombre d'études qualitatives qui décrivent ces expériences liées à l'accouchement. Donc, en l'occurrence, on a répertorié 2 études australiennes, une étude hollandaise, une revue des recherches qualitatives qui portait sur 10 études dans 7 pays différents. Et donc là, j'ai retenu les deux premières études australiennes. Donc, on va démarrer par l'étude de Jones. Elle concernait 19 femmes qui étaient primipares ou multipares, avec un âge moyen de 34 ans, sans demande de césarienne. Donc, l'étude s'est déroulée de la manière suivante. C'est un petit peu souvent comme ça que se passent les études qualitatives. Donc, il s'agissait d'entretiens semi-structurés dans le mois qui suivait le travail et la naissance, un entretien au téléphone. 2 thèmes principaux ont été identifiés, celui de l'acceptabilité de l'évaluation de la douleur au cours du travail et l'exactitude de cette évaluation, plus spécialement en lien avec l'existence d'une limite maximale sur l'échelle. Donc en gros, la conclusion des auteurs, c'est que justement, il y avait cette problématique de demander au cours du travail, madame, vous avez mal à combien sur une échelle entre 0 et 10, sachant que 0 c'est 0 douleur et 10 douleur maximum inimaginable. Le problème, c'est que compte tenu de la situation de l'accouchement, il y a une augmentation progressive de la douleur au cours du travail et la limite supérieure égale à 10, elle ne semble pas adéquate. Parce qu'en fait, surtout quand on est primipare et puis même quand on a plusieurs enfants, on ne sait pas si tous les accouchements vont se passer de la même manière. On ne sait jamais quel est le maximum. Et ce qui a été retenu aussi en conclusion chez les auteurs, c'est que ça montre bien que cette expérience de douleur, elle est multidimensionnelle, comme on en parle souvent, et que ces caractéristiques exigent une échelle beaucoup plus extensive qu'un score de douleur entre 0 et 10. La deuxième étude, c'est aussi une étude australienne, l'étude de Whitburn. Elle concernait 21 femmes, elles toutes primipares, avec un âge moyen de 30 ans, sans demande de césarienne. Pareil, c'était une étude qui était axée... Cette étude était axée sur le ressenti des femmes et le sens qu'elles donnent à la douleur lors de l'accouchement. Donc pareil, 2 entretiens semi-structurés, l'un avant la naissance pour connaître les pensées et les attentes par rapport à la douleur, et l'un après la naissance, dans les 3 semaines de l'accouchement, et l'entretien abordait les aspects sensoriels, affectifs et cognitifs. Donc, qu'est-ce que nous disent les auteurs de cette étude ? C'est que les femmes donnent un sens à la douleur de l'accouchement, et le sens qui donne forme, c'est le sens qui donne forme à l'expérience de la douleur. Si les émotions et les évaluations cognitives sont positives, le sens de la douleur est productif. Il y a un but pour ces femmes et elles se sentent capables de faire face à cette douleur. Si, à contrario, la douleur est considérée comme une menace ou comme inutile, les femmes se tournent alors vers des ressources externes, par exemple telles que la péridurale, etc., pour gérer au mieux la douleur. Donc en discussion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Toutes ces études qualitatives par rapport à la douleur lors de l'accouchement, elles plaident sur une approche centrée sur la parturiente et pour une prise en charge personnalisée
laissant à la fois la place à la vulnérabilité de ces femmes lors du travail et à la reprise de contrôle de ce moment de leur vie. Elle plaide pour une participation active à la prise de décision au cours du travail et elle plaide pour un soutien individualisé et continu. Donc tout ça nous amène à la réflexion, on pourrait en parler longuement, mais donc là, nous n'avons pas tout à fait le temps, on verra peut-être si ce sujet est réabordé lors des questions. Deuxième thématique, donc en pédiatrie. Donc cette étude démontre l'efficacité d'une méthode simple pour recueillir les urines en moins de 5 minutes chez les enfants de 1 mois à 12 ans. Encore une étude australienne, donc de Babel. Il s'agissait, donc là c'est une étude quantitative, il s'agissait, donc c'est une étude contrôlée, randomisée, donc les enfants étaient inclus et répartis en 2 groupes. Donc le premier groupe d'enfants bénéficiait de la Quick Oui méthode, je vais vous expliquer ce que c'est, pour le recueil d'urine, et le deuxième avait une méthode classique de recueil d'urine. Alors la Quick Oui méthode, en fait, il s'agit de la stimulation, vous voyez l'image, cutanée de la région suspubienne à l'aide d'une compresse qui a été froide, voire glacée, qui a été placée précédemment dans le réfrigérateur. Et en fait, les 2 groupes avaient eu la même antisepsie quant au nettoyage de la zone urogénitale, donc avec de l'eau. Le critère principal de jugement de cette étude était l'obtention de l'urine en moins de 5 minutes. Les critères secondaires étaient le nombre d'échantillons souillés et la satisfaction des parents et des soignants. Les résultats, donc 344 enfants ont été inclus aux urgences avec un âge moyen de 5,4 mois, avec des extrêmes de 1 mois à 12 mois. 29% étaient des garçons. Cette étude a retrouvé une différence significative donc, sur le taux d'obtention d'un échantillon d'urine en moins de 5 minutes en faveur de la Quick Oui méthode, c'est-à-dire 30% versus 9%. Cette étude a retrouvé également une différence significative sur le taux de satisfaction des parents et des soignants, donc ça a été évalué avec l'échelle de Likert entre 0 et 5, donc avec une médiane à 2 versus 3. Par contre, il n'y a pas eu de différence significative sur le taux d'échantillons souillés entre les 2 groupes. Donc la discussion, dans cette étude, il n'y avait absolument pas de mesure de l'évaluation de la douleur, mais bon, j'ai voulu vous la présenter aujourd'hui parce que je pense que c'est une méthode simple et non invasive qui peut absolument s'intégrer dans les procédures de recueil d'urine aux urgences, qu'elle permet d'éviter la douleur et l'anxiété liées aux poses de sonde urinaire. Et c'est vraiment un intérêt plus pour les recueils d'urine chez les petits-enfants de moins de 1 an. Enfin, nous allons aborder donc le 3e sujet. C'est donc le dispositif Freestyle, donc, ce qui est vraiment une innovation qui a changé la vie des diabétiques. Donc, en fait, il s'agit d'un capteur de mesure du glucose qui a une durée de vie de 14 jours et qui permet donc de mesurer donc, le taux de glucose en continu par un système flash, évitant ainsi la piqûre pluriquotidienne au bout des doigts. Donc, ce dispositif est réservé aux patients atteints d'un diabète de type 1 ou de type 2, donc adultes, les enfants âgés d'au moins 4 ans, les patients traités par insulinothérapie intensifiée, donc par pompe externe ou ayant 3 ou voire plus injections d'insuline par jour, les patients pratiquant une autosurveillance glycémique pluriquotidienne à 3 voire plus que 3 dextro par jour, et bien sûr, cette prise en charge est réservée aux patients ayant reçu une éducation thérapeutique. Alors avant la mise sur le marché, il y a eu donc des études de performance et d'efficacité. Ces 2 études n'ont pas été publiées. Il s'agit de l'étude Impact et l'étude Replace. Donc vous pouvez les trouver sur le site de l'HAS. De toute manière, vous le trouverez dans les textes des communications. Nous ne vous avons pas donné aujourd'hui de livret, mais ça va être en ligne sur notre site et vous avez toutes les références qui ont été citées ici. Donc l'étude Impact, c'était de mesurer l'efficacité donc, de ce dispositif à 6 mois sur le temps passé en hypoglycémie. L'hypoglycémie étant définie avec un taux inférieur à 60 mg par décilitre, donc comparé à un groupe pratiquant donc l'autosurveillance classique. Et donc,
le temps passé en hypoglycémie avec la méthode freestyle donc, était significativement inférieur, avec une différence moyenne de moins 1,24 heures par jour. L'étude Repless, elle, mesurait à 6 mois le taux d'hémoglobine glycosylée, donc des patients bénéficiant du freestyle comparé à un groupe contrôle faisant de l'autosurveillance glycémique classique. Et là, il n'a pas été trouvé de différence statistiquement significative entre les deux groupes en termes de réduction du taux d'hémoglobine glycosylée à 6 mois. Donc, la discussion, quel impact pour le quotidien des patients? C'est vrai que là, on peut parler quand même de disparition complète de la douleur engendrée par la nécessité de se piquer le bout du doigt, les dextros, parce que bien que douleur modérée, les patients douloureux diabétiques, donc avec une pathologie chronique, ils doivent se piquer plus de 4 fois par jour, en plus bien sûr de leurs injections d'insuline. Il y a vraiment une amélioration de la qualité de vie, une meilleure acceptation de la maladie chronique. Donc, pour conclure, je dirais que la douleur liée aux actes peut être aussi bien majeure et ponctuelle, comme mineure et répétée. En avoir conscience et la dépister, la prévenir, c'est vraiment prioritaire. Et les évolutions techniques permettant de les éviter sont vraiment à considérer. Merci pour votre attention.